Bonjour les sixièmes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler un petit peu différemment. Plutôt que de vous envoyer une activité en début de semaine comme c'était d'usage jusqu'à aujourd'hui, je vais plutôt vous proposer de regarder cette vidéo et grâce à cette vidéo, vous allez avoir la fin du chapitre sur la République romaine. Ce chapitre, si vous vous rappelez ce qui a été fait précédemment, était divisé en trois parties. Une première partie sur la légende de la fondation de Rome et la comparaison avec l'archéologie. La deuxième partie sur le fonctionnement politique de la République romaine et donc une troisième partie sur l'armée romaine. Dans la première partie, si vous vous souvenez de votre travail, on est notamment revenu sur la légende de la fondation de Rome qui démarrait avec le personnage d'Énée, un Troyen, donc un habitant de la cité de Troie, qui avait dû fuir cette cité au moment où les Grecs s'en étaient emparés. Grâce à la stratégie du cheval de Troie, c'était la légende que Homère nous racontait au début de l'Odyssée. Énée, donc, avait pris la fuite, il était parti avec son père Anchise et son fils Ascagne, ou Iule, et tous les trois étaient arrivés en Italie, où, après la guerre, ils s'étaient installés, et c'est le fils d'Énée, Iule, qui avait fondé une première cité, Albe, et mis en place une dynastie, avec des descendants qui régnaient après lui. C'était une monarchie, et parmi ces descendants, on retrouvait Rémus et Romulus, des jumeaux, qui, d'après la légende, étaient les enfants de la prêtresse Rhea Silvia et du dieu Mars, et les deux enfants avaient été éliminés par leur oncle Amulius, qui avait pris le pouvoir par la force. Il les avait déposés sur le Tibre. L'objectif, évidemment, était que les enfants disparaissent. La légende raconte que les deux enfants ont été recueillis par une louve qui les a allaités et ensuite recueillis par un berger, Faustulus, qui les a élevés jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Devenus adultes, les deux enfants avaient souhaité fonder une cité à l'endroit où la louve les avait sauvés. Les deux frères se sont disputés puisqu'ils n'étaient pas d'accord sur le lieu. Romulus était monté sur la colline du Palatin, Rémus sur la colline du Laventin, et puis les deux s'étaient disputés également pour savoir qui allait être le chef de la cité. Rémus avait été tué par son frère Romulus, et donc c'est Romulus qui avait fondé sa cité le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, d'après la légende, sur la colline du Palatin. Les archéologues, évidemment, s'étaient emparés de la légende et avaient cherché la vérité là-dedans, et finalement, les archéologues avaient conclu que, effectivement, la date semblait correcte, puisque Rome aurait été fondée d'après les trouvailles au 8e siècle avant Jésus-Christ, et la colline du Palatin correspond. La seule chose qui diffère, c'est que Rome aurait été fondée par le peuple des Étrusques. Au début de son histoire, Rome est une monarchie donc dirigée par les Étrusques. Et puis cette monarchie va durer à peu près 250 ans jusqu'à ce qu'un roi, Tarquin, soit victime d'une révolution. Tarquin avait la réputation d'être un tyran qui se comportait très mal, qui utilisait la violence, et donc les Romains s'étaient ralliés au général Brutus et avaient chassé Tarquin du pouvoir. Ça avait conduit à la disparition de la monarchie et finalement à la mise en place d'une république. Cette république, elle fonctionnait avec les citoyens. Une république, c'est un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir et ils l'exercent par l'intermédiaire de magistrats qu'ils ont élus et en votant eux-mêmes les lois. Cette république romaine n'était toutefois pas une démocratie, c'est ce que vous avez pu voir dans la deuxième partie du cours, puisque les citoyens étaient divisés en deux catégories. D'un côté les patriciens, de l'autre les plébéiens. Les patriciens sont des vieilles familles romaines qui sont très riches, les plébéiens sont des familles beaucoup plus pauvres, et il y avait une inégalité entre ces deux groupes, puisque pendant les élections, l'argent avait une place très importante pour notamment acheter les votes des citoyens, et donc les patriciens ayant des fortunes personnelles colossales pouvaient facilement acheter les votes de leurs voisins et se faire élire plus facilement. Les patriciens parvenaient à accomplir souvent en entier la carrière des honneurs, c'est-à-dire qu'ils montaient l'échelle des magistratures jusqu'au sommet et la plupart ensuite devenaient sénateurs, alors que les plébéiens, eux, avaient tendance à rester en bas de l'échelle. Rome n'était dès lors pas une démocratie, mais plutôt une aristocratie, c'est-à-dire une cité qui était dirigée par les populations les plus riches. Cette république romaine va très rapidement devenir une république conquérante. Les Romains vont se lancer à la conquête du bassin méditerranéen grâce à une armée qui fonctionne brillamment, divisée en trois parties. Des archers tout d'abord, qui projettent des flèches notamment sur les ennemis pour les disperser, une infanterie constituée de légionnaires qui se battent eux au corps à corps et qui forment des groupes bien soudés avec des formations comme la tortue pour attaquer l'ennemi avec force, et puis la cavalerie qui elle souvent encercle l'ennemi et combat également au corps à corps.
Grâce à cette armée qui est vraiment très performante et à des stratégies qui sont brillantes, les Romains parviennent à accomplir des conquêtes. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les conquêtes effectuées par Rome, et ça complétera votre troisième partie du cours, et ça terminera le cours. Je vous remets tout d'abord la carte qui vous avait été proposée en introduction. Vous retrouvez Rome, qui est le rond rouge, le point rouge. Rome, c'est une cité qui se situe en Italie, sur le bord du fleuve Tibre, dans la vallée du Lacione. Et donc vous constatez sur cette carte que les flèches montrent que Rome va faire des conquêtes, et ces conquêtes, vous les avez en orange. Ces conquêtes sont disséminées tout autour du bassin méditerranéen. La Méditerranée, finalement, va être conquise en entier. Les Romains l'appellent d'ailleurs à l'époque Mare Nostrum, en latin, notre mer, c'est-à-dire une mer qui leur appartient intégralement. Ces conquêtes de Rome ne vont pas se faire en un claquement de doigts, évidemment, elles vont prendre à peu près 300 ans, et elles vont s'organiser en 3 temps. Les Romains vont tout d'abord s'emparer de l'ouest de la Méditerranée, en combattant un ennemi. Cet ennemi, c'est une cité qui est située ici, qui s'appelle Carthage. Je zoome un petit peu. Vous retrouvez sur la deuxième carte l'Italie, Rome, et donc vous repérez Carthage qui est ici. L'histoire de la guerre contre Carthage nous est notamment racontée par Polybe, que vous avez ici. Donc vous avez un extrait ici. Cette guerre, ou ces guerres, puisqu'il y en aura 3 au total, ces guerres entre Rome et Carthage sont appelées les guerres puniques. Carthage à l'époque, qui est située ici, il faut imaginer que c'est une cité qui est très puissante, largement aussi puissante que Rome. Elle possède le nord de l'Afrique, elle possède l'est de l'Espagne, elle possède également à l'époque la Corse, la Sardaigne et une partie de la Sicile. Et Carthage est une puissance commerciale énorme qui contrôle la Méditerranée. Et donc, très rapidement, la compétition va commencer avec Rome. Parce que Rome est également une cité puissante qui veut contrôler la Méditerranée. Et surtout, Rome veut contrôler la Sicile, qui est ici. C'est cette île que vous avez à la pointe de la botte. L'île de la Sicile est dirigée à l'époque par Carthage. Et donc, les Romains vont chercher à s'en emparer. C'est le début de la première guerre punique qui va durer pendant plusieurs années. Et puis, les Romains et les Carthaginois vont s'affronter sur la terre et sur la mer. Cette guerre, je passe très vite, elle va se finir par la victoire de Rome, qui met la main sur la Sicile, mais également sur la Sardaigne et aussi sur la Corse. Rome étend son influence. Carthage conserve ses territoires en Afrique du Nord et dans l'est de l'Espagne. Mais très rapidement, Carthage va chercher à avoir sa revanche. Carthage va être dirigé par un chef qui s'appelle Hannibal. Et ce chef, Hannibal, cherche à se venger de la première guerre punique. Il cherche à étendre l'influence de son territoire et surtout il cherche à limiter l'influence de Rome. Et donc Hannibal va décider d'attaquer Rome. Hannibal va, avec son armée, tout d'abord, se rendre en Espagne. En Espagne à l'époque, certains peuples se révoltent, Hannibal va les affronter. L'objectif, évidemment, c'est que ces peuples rebelles espagnols se calment. Ces peuples rebelles espagnols, accessoirement, ont le soutien de Rome. Et donc, pour la première fois, les deux cités s'affrontent. L'armée d'Hannibal a une particularité, c'est que c'est une armée qui possède 37 éléphants. Donc il faut imaginer que voilà, Hannibal part de Carthage et marche avec son armée, plusieurs dizaines, centaines de milliers d'hommes et des éléphants. Il arrive en Espagne et il arrive à mater la rébellion. Les Espagnols sont remis sous la domination de Carthage. Hannibal aurait pu rentrer chez lui, ce qu'il ne fera pas. Pendant cette guerre, cette deuxième guerre contre Rome, qui va durer 17 ans, donc très longtemps, car Hannibal décide, avec ses éléphants, avec ses troupes, de passer les Pyrénées, et puis ensuite de longer le sud de la France, ce qu'on appelle à l'époque la Gaule, et de passer les Alpes. Il faut imaginer ce spectacle extraordinaire d'Hannibal qui passe les Pyrénées et les Alpes à dos d'éléphants. Et donc pour l'époque, évidemment, et même aujourd'hui de toute façon, c'est sensationnel. Hannibal, avec son armée, va arriver très vite à quelques kilomètres de Rome. Rome est à portée de main. Hannibal, le général carthaginois, peut prendre Rome. Toutefois, il décide de ne pas marcher sur la ville. La ville est réputée imprenable. Hannibal décide de miser plutôt sur la négociation et d'obtenir une paix qui aurait été arrangée avec les Romains. Donc l'armée d'Hannibal, elle va stationner ici. Les Romains, eux, refusent de négocier et les Romains vont adopter une stratégie qui n'est pas une stratégie qui consiste à défendre Rome
En fait, les Romains vont adopter une stratégie de diversion. Au moment où les Carthaginois entrent en Italie, les Romains décident tout d'abord d'attaquer l'Espagne. Objectif que le ravitaillement soit coupé et que Hannibal n'ait plus de renfort et plus de nourriture. Les Romains vont attaquer également la Sicile. Et puis les Romains vont attaquer l'Afrique du Nord. En fait, au moment où les Carthaginois entrent en Italie, Rome attaque Carthage sur son propre territoire. Et donc Hannibal va devoir changer de stratégie. Il décide de repartir le plus vite possible vers Carthage. Le problème, c'est que les Romains sont déjà sur place, la bataille va être terrible et les Carthaginois sont vaincus. Avec cette deuxième victoire, les Romains mettront la main sur toute l'Espagne. Carthage ne gardera plus que l'Afrique du Nord. Et puis quelques années plus tard, Rome va achever son ennemi, c'est la troisième guerre punique. Les Romains vont marcher à nouveau sur Carthage, détruire la cité, massacrer la population, réduire tout le monde en esclavage, et les Romains vont mettre la main sur le nord de l'Afrique. Aujourd'hui, il nous reste les ruines de Carthage, si un jour vous avez l'occasion, c'est au nord de la Tunisie, et Carthage est toujours à sa place, en tout cas ce que les Romains en ont laissé. Avec la victoire contre Carthage, les Romains, qui ne possédaient que l'Italie, ont mis la main sur la Corse, la Sardaigne, la Sicile, l'Espagne et le nord-ouest de l'Afrique. C'est la première étape de leur conquête. La deuxième étape de la conquête de Rome, c'est l'est de la Méditerranée. L'est de la Méditerranée, si vous vous souvenez ce qu'on a fait en cours, est dirigé à l'époque par les descendants des généraux d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était un roi de Macédoine, la Macédoine est ici, son père Philippe V avait conquis la Grèce et Alexandre après lui avait conquis toute l'Asie mineure, la Palestine et l'Égypte. Alexandre avait mené ensuite son expédition vers l'Inde et puis il était mort de façon un peu mystérieuse à Babylone en 323 avant Jésus-Christ et il n'avait légué son pouvoir à personne, ça avait provoqué une guerre entre ses généraux qui s'étaient partagé son empire. Et finalement, ces généraux vont se faire la guerre pendant pratiquement 200 ans et Rome, qui arrive dans la région, assiste à ces guerres et elle en profite. Elle va notamment profiter de la division entre les descendants des généraux d'Alexandre pour attaquer les royaumes un par un. Rome s'empare de la Macédoine et de la Grèce, de l'Asie mineure, de la Palestine et finalement, Rome s'emparera, c'est le dernier royaume qui tombera, de l'est de la Méditerranée, de l'Égypte. Et donc, avec la conquête des royaumes hellénistiques, les royaumes dirigés par les descendants des généraux d'Alexandre le Grand, Rome met la main sur l'est de la Méditerranée. À partir de ce moment-là, la Méditerranée tout entière appartient à Rome. Les Romains auraient pu s'arrêter là, mais ils vont prolonger leur conquête, notamment vers un territoire qui nous concerne nous. Ce territoire est ici, c'est la France actuelle. Alors à l'époque, la France n'existe pas. Cette France a un autre nom, c'est ce qu'on appelle la Gaule. Et donc, vous avez une troisième carte qui vous montre à quoi ressemble la Gaule de l'époque. La Gaule de l'époque est divisée, pour simplifier, en deux parties. Toutes les parties en orange sont dirigées par Rome. La capitale de cette Gaule en orange, ce qu'on appelle les provinces romaines, est ici. C'est une ville qui à l'époque s'appelle Lugdunum et qui aujourd'hui a changé de nom et qui s'appelle Lyon. Et puis vous avez la partie gauloise qui est en violet. Cette partie gauloise, ce sont des territoires que Rome ne contrôle pas. Ce sont des territoires qui sont dirigés par les Gaulois. À l'époque, les Gaulois ne forment pas un peuple, mais plusieurs peuples, dont vous avez les noms. Ces noms, d'ailleurs, sont restés dans l'histoire. Vous avez notamment les Gaulois d'Helvétie, les Helvètes, qui donneront leur nom à la République helvétique, c'est la Suisse d'aujourd'hui. Et puis vous retrouvez aussi des Gaulois dont la tribu s'appelle les Rèmes. Les Rèmes, aujourd'hui, c'est la ville de Reims. Rèmes tient son nom d'une autre légende. En fait, au moment où Rémus et Romulus s'affrontent, une autre légende dit que Rémus aurait survécu, que Rémus n'aurait pas été tué par Romulus, que Rémus se serait réfugié en Gaule et qu'il aurait fondé une nouvelle cité, à laquelle il aurait donné son nom, Rémus, Rème, Reims. Vous repérez d'autres tribus qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Les Parisis donneront leur nom à Paris, les Namnettes à Nantes, les Pictons au Poitou, les Turons à Tours par exemple, et les Mauvis à Limoges, les Arvernes à l'Auvergne. La partie de la Gaule qui est en orange, donc celle qui est dirigée par les Romains, est administrée à l'époque par un personnage que vous connaissez tous. Ce personnage, vous l'avez ici, c'est Jules César. C'est le Jules César d'Astérix. C'est celui que vous connaissez déjà par cœur. Quelques éléments de biographie sur César, parce que là, Astérix nous a pas forcément rendu service et on va essayer de rectifier un petit peu la réalité. Tout d'abord,
la façon de nommer César. Jules n'est pas son prénom. Jules, c'est son nom. Julius, en latin. Le prénom, c'est Caius. Ça correspondra à un Charles, si vous voulez, aujourd'hui. Donc, son prénom, Caius. Son nom, Julius. Et César, c'est son surnom. Alors, en fait, c'est un surnom qui remonte à l'un de ses ancêtres. L'un de ses ancêtres a combattu Hannibal pendant les guerres contre Carthage. Et la légende raconte que un des ancêtres de Jules César aurait tué un éléphant d'Hannibal. Un éléphant en carthaginois, ça se dit Caesar. Caesar, César, vous retrouvez le surnom. En fait, pour faire simple, son prénom Caius, son nom Julius, son surnom César, sous-entendu le tueur d'éléphants si on remonte quelques générations auparavant. Notre ami César est né le 12 ou le 13 juillet 102, 101 ou 100. Les sources sont parfois différentes, les dates ne sont pas exactes. Et César, par contre, là la date est sûre, est mort le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Il a été assassiné, on y reviendra un petit peu plus tard. J'attire votre attention sur une anecdote. César est né au mois de juillet. Le mois de juillet porte son nom en réalité. Vous savez peut-être dire juillet en anglais. Juillet en anglais, c'est July. J-U-L-Y. July, Julius. Et donc, finalement, le mois de juillet porte le nom de Jules César. Ce qu'on sait sur César, c'est qu'il appartient à une famille de patriciens, donc il faut imaginer une famille immensément riche, qui prétend descendre des Iuli et de Iule, le fils d'Énée. En fait, César prétend, à qui veut bien le croire, qu'il est un descendant d'Énée et de Iule, c'est-à-dire que César dit à tout le monde qu'il est un descendant des fondateurs de Rome, au final. On sait que César, il a accompli la carrière des honneurs, ça veut dire qu'il a atteint les plus hauts postes de magistrat, il est monté au fur et à mesure, il a été censeur, prêteur, édile, etc., etc. Et finalement, il est devenu ensuite proconsul en Gaule, gouverneur en Gaule. Une petite précision qui est importante, parce que là, Astérix n'a pas dit la vérité, c'est que César n'a jamais été empereur. Ne parlez pas de l'empereur César, ça n'existe pas. Jules César, il est devenu proconsul en Gaule. Après la victoire contre les Gaulois, il est revenu à Rome. Il a été proclamé dictateur parce qu'à cette époque-là, à Rome, il y a une guerre civile. Le dictateur, c'est le chef qui a tous les pouvoirs, mais il n'a jamais été empereur. Les empereurs n'arriveront qu'après la mort de César. Donc faites attention à ça. Cette petite fiche d'identité de César, évidemment, vous pouvez la recopier dans votre cahier. Je vous explique tout à la fin. Je reviens sur ma carte. Et là, évidemment, il va falloir suivre parce que cette terre gauloise, César va s'en emparer. Tout ça, évidemment, ne va pas se faire d'un claquement de doigts et il faut en comprendre les raisons. César, donc, est stationné à Lyon. Il dirige toute la partie qui est en orange, ce qu'on appelle à l'époque la Gaule narbonnaise. Ce qui va se passer, c'est que en 58 avant Jésus-Christ, les Helvètes qui sont ici vont commencer à se déplacer, à migrer. Alors, on ignore ce qui se passe. Peut-être que les Helvètes sont poussés par les Germains, qui sont ici. Peut-être que le climat a changé. En tous les cas, les Helvètes commencent à pénétrer à l'intérieur du territoire des Gaulois. Ça pose problème, parce que si ces Helvètes migrent vers les territoires gaulois, notamment ici le nord de Lyon, ils pourraient menacer Rome. Surtout, si les Helvètes quittent leur territoire, ça veut dire que les Germains se rapprochent de la Gaule narbonnaise des Romains, et donc les Germains représentent une menace. César décide d'envoyer ses troupes, il écrase les Helvètes. Au passage, les Gaulois commencent à se révolter contre la domination de Rome, parce qu'évidemment, Rome, en ayant écrasé les Helvètes, s'empare d'un bout de territoire, les Gaulois se sentent menacés, les Gaulois se révoltent. Les Gaulois vont se rapprocher des Belges qui sont ici. Les Belges vont commencer à mener la lutte contre César. Les Belges sont écrasés. En 57 avant Jésus-Christ, César au passage écrase aussi les Germains qui sont de l'autre côté de la frontière et César écrase les Gaulois. Au passage, César, qui avec ses troupes est arrivé dans le nord de la Gaule, décide de traverser la Manche et d'envahir la Bretagne. Nous sommes en 55 avant Jésus-Christ. César, dont les troupes sont parties de Lyon, s'est emparé de l'Helvétie, de la Belgique, du sud de la Bretagne de l'époque, la Grande-Bretagne actuelle, l'Angleterre,
Et César a également marché sur l'Armorique, la Bretagne d'aujourd'hui. César se lance également à la conquête de tous les territoires qui sont sur le bord de l'Atlantique, et donc il conquiert notamment l'Aquitaine. Nous sommes en -56. Après avoir conquis ces territoires, César retourne à Rome. La Gaule est pacifiée, des légions romaines sont stationnées partout. Objectif, maintenir l'ordre et maintenir la domination romaine. Pendant que César est à Rome, un peuple gaulois va se révolter. Ce peuple gaulois, il est ici. C'est le peuple des Carnutes. Les Carnutes, à l'époque, vivent dans une cité qui s'appelle Cénabum. Cénabum, c'est Orléans. Et à Orléans, les Carnutes se révoltent. Les Carnutes décident de massacrer tous les citoyens romains qui vivent à Orléans. Il y a un massacre à Orléans. Évidemment, la nouvelle se répand chez tous les autres Gaulois qui se révoltent à leur tour. Ces Gaulois qui se révoltent profitent évidemment de l'absence de César qui est à Rome. Et César nous parle d'ailleurs de cette révolte dans un livre qu'il a écrit, qui s'appelle La guerre des Gaules, qui est publié au 1er siècle avant Jésus-Christ, après la victoire de César. Alors évidemment, ce texte, on va le prendre avec des pincettes, parce que César raconte sa propre victoire, on imagine qu'il l'a embellie, qu'il l'a améliorée. Est-ce que César dit la vérité? Ça n'est pas sûr. Est-ce que César ment? Peut-être pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il fait des oublis volontaires, et peut-être qu'il améliore la réalité. César nous dit qu'au moment où il est de retour en Italie, la Gaule paraissait tranquille. Je vous l'ai dit, il a écrasé les peuples un par un, il a stationné des troupes partout, la Gaule est tranquille. Mais des Gaulois, qui ne voulaient pas de la domination de Rome, se sont révoltés. Et ces gens se sont réunis derrière un chef dont vous connaissez le nom, qui s'appelle Vercingétorix, qui est un chef arverne. Les Arvernes à l'époque vivent ici. C'est l'Auvergne, pour faire simple. Et donc c'est Vercingétorix qui va rassembler les peuples sous son commandement, notamment les Sénones, les Parisi, les Pictons, les Turons, les Lémovis, pour combattre les Romains. Petite parenthèse, parce que là encore, Astérix ne dit pas la vérité. Dans les aventures d'Astérix, Vercingétorix est représenté comme l'ensemble des Gaulois comme des barbares. Là, il faut imaginer que Vercingétorix n'est pas un barbare. C'est quelqu'un qui a appris à se battre comme les Romains, qui parle la langue de César, qui à une époque a été allié des Romains. Et donc l'armée gauloise, ce ne sont pas des petits Gaulois en bray qui boivent de la potion magique. Ce sont des armées gigantesques de plusieurs centaines de milliers d'hommes qui sont largement aussi fortes que Rome. Et donc réunis derrière Vercingétorix, derrière les Arvernes, les Gaulois vont mener la lutte. La lutte va notamment arriver à une bataille qui est ici, qui est la bataille de Gergovie. À Gergovie, c'est une défaite romaine extraordinaire. Les Gaulois remportent une victoire énorme. Les Romains sont éliminés. Évidemment, la guerre ne va pas s'arrêter là et César, qui est de retour à Lyon, va mobiliser d'autres troupes qui viennent d'Italie et une deuxième bataille aura lieu. C'est la bataille décisive. Ce sera la dernière. Nous sommes en -52 ici, à Alésia. Alésia, c'est un plateau. C'est-à-dire qu'il y a une forme de relief élevée, plate, en hauteur. C'est là que Vercingétorix s'est replié avec son armée. Il s'est replié ici parce qu'il y a une raison évidente que vous reprenez sur la reconstitution, c'est qu'en étant placé en hauteur, Vercingétorix peut voir à des dizaines de kilomètres à la ronde, et donc si Rome revient, les Romains seront vus. César arrive au pied du plateau d'Alésia et il se rend bien compte que attaquer avec des machines de guerre va être compliqué, envoyer les légions à l'assaut du plateau avec la pente, ça va être compliqué, envoyer la cavalerie, un encerclement n'est pas possible puisque les Gaulois voient à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et donc César décide de changer de stratégie, il va installer un siège. Ça veut dire qu'il va dire à ses garnisons, vous prenez position autour d'Alésia et on va attendre. C'est ça le principe du siège. César fait construire 2 niveaux de fortification. Un niveau de fortification autour du plateau, des fois que les troupes de Vercingétorix descendraient pour attaquer. Mais il fait également monter une deuxième fortification pour contrecarrer les renforts qui pourraient arriver. Et des renforts vont arriver. Une armée de secours va venir à l'aide de Vercingétorix et de ses hommes. Cette armée de secours est écrasée par Rome. Bon, finalement, au bout de quelques jours, quelques semaines, les Gaulois sont affamés, ils n'ont plus de ressources en eau, plus de ressources en nourriture. Vercingétorix décide de se rendre. Vous connaissez peut-être cette peinture qui montre la reddition de Vercingétorix. Évidemment, cette peinture date de la fin du 19e siècle. Elle est faite largement après, mais elle montre Vercingétorix qui est ici.
Vous remarquez d'ailleurs hein, qu'il a un uniforme qui ressemblera à celui des Romains. Il n'a pas de casque ailé sur la tête comme les Gaulois d'Astérix. Il dépose ses armes au pied de César. Les Gaulois sont vaincus. La Gaule tout entière est envahie par Rome et contrôlée par Rome. Les Gaulois sont réduits en esclavage. Les esclaves sont donnés aux légions. Au passage, César enverra des légions à Cénabum, à Orléans, et la population d'Orléans, les Carnutes, qui ont été à l'origine de la révolte, seront écrasés et massacrés. Vercingétorix, lui, est fait prisonnier. Il est amené à Rome. César le montre à la population au cours du défilé de son triomphe. Et puis Vercingétorix passera quelques années dans les prisons de Rome et finalement César ordonnera qu'il soit tué et donc il est exécuté par étranglement sur les ordres de César. Avec la conquête de la Gaule, vous remarquez que Rome continue son agrandissement et elle continue à contrôler l'ensemble de la Méditerranée et des territoires dorénavant qui sont gigantesques. Rome, là, à n'en pas douter, est le conquérant de cette époque, du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors maintenant, qu'est-ce que vous, les élèves de 6e, allez devoir retenir de cette vidéo et retenir de tout ça? La première chose que vous allez devoir faire, tout d'abord, dans votre cahier, à la suite de l'activité sur laquelle vous avez travaillé et qui concernait l'armée romaine, donc cette feuille-là, si vous l'avez imprimée, vous la collez. Si ce n'est pas le cas et que vous avez répondu aux questions sur une feuille ou sur votre cahier directement, très bien, vous êtes à la suite. Vous allez noter sur votre cahier les conquêtes de Rome. L'objectif, c'est de finir cette partie-là. Et puis, une fois que le titre est écrit, on va essayer de faire un petit résumé quand même de ce qui a été vu pendant le déroulement de cette vidéo. Et donc, ce que je vous propose, c'est une trace écrite. Je vais la taper et la commenter au fur et à mesure, et c'est comme ce qu'on fait en classe. Vous l'écrivez dans votre cahier. Évidemment, c'est une vidéo où vous faites pause. Si jamais vous sentez que vous n'avez pas le temps de tout noter, faites pause. La première chose qu'on peut écrire tout d'abord, c'est que la République romaine est conquérante. Ça veut dire qu'elle fait des conquêtes. Et vous l'avez déjà vu en introduction, ces conquêtes sont situées tout autour de la Méditerranée. Faites attention à l'orthographe pour la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est la mer qui est située au milieu des terres. Vous savez écrire la terre, T-E-2-R-E. N'oubliez pas les 2 R et un seul N. Ces conquêtes, elles font suite à notamment 2 événements. Tout d'abord à la défaite de Carthage. Et avec cette défaite, les Romains récupèrent l'ouest de la Méditerranée, notamment des territoires comme l'Espagne, la Sicile, la Sardaigne, la Corse, l'Afrique du Nord. Et puis la deuxième partie, c'est que ces conquêtes font suite à la défaite des royaumes hellénistiques, qui étaient dirigés par les descendants des généraux d'Alexandre le Grand, ce qu'on avait vu en cours. Ces territoires, ce sont notamment la Macédoine, la Grèce, l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie d'aujourd'hui, la Palestine, le Proche-Orient et l'Égypte. Et après ces conquêtes, Rome commence à envahir la Gaule. La Gaule, pour faire simple, c'est la France actuelle. Et cette conquête de la Gaule, elle est menée par Jules César. L'idéal, c'est que vous ayez quelques informations sur César dans votre cours. Et donc je vous remets la carte d'identité du général, son prénom Caius, son nom Julius, son surnom César, éléphant en carthaginois qui date d'une époque où un de ses ancêtres a tué un éléphant d'Hannibal. Vous avez sa date de naissance, sa date de mort. Il faut retenir que César prétend être un descendant des héros qui ont été à l'origine de Rome. Donc il prétend être un descendant d'Énée, de Iule, de Romulus. Et puis vous retenez qu'il a accompli une carrière politique extraordinaire en dépensant énormément d'argent pour acheter les votes. Et donc il a été élu à toutes les magistratures suprêmes. Et finalement, il est devenu le chef en Gaule.
Retenez bien, c'est important, je l'ai mis en gras, en majuscule, point d'exclamation, il n'a jamais été empereur. Ce que vous pouvez noter, c'est que Jules César, donc, est nommé proconsul en Gaule, c'est-à-dire, pour faire simple, gouverneur de la Gaule. C'est lui le chef. Il est à la tête de légions gigantesques, et donc il, César, va envahir et conquérir toute la Gaule en écrasant les révoltes menées par les Gaulois. Des peuples gaulois qui, je rappelle, sont divisés en plusieurs tribus, on peut l'écrire. Ces tribus ont laissé leur nom dans l'histoire, les Parisis ont laissé leur nom à Paris, les Turons ont laissé leur nom à Tours, les Namnettes ont laissé leur nom à Nantes, les Arvernes ont laissé leur nom à l'Auvergne. Vous pouvez noter, parce qu'après tout c'est notre région, c'est que la révolte des Gaulois a débuté à Cénabum, c'est-à-dire Orléans. Bon, finalement, les tribus gauloises sont vaincues progressivement. Là, il faut retenir que ça s'est pas fait en 2 jours. Et ces tribus se sont ralliées derrière un chef, dont vous connaissiez le nom avant de venir, qui est appelé Vercingétorix. Vercingétorix, c'est un chef arverne. Donc c'est quelqu'un qui viendrait de l'Auvergne d'aujourd'hui. Et donc Vercingétorix et ses troupes sont victorieuses à la bataille de Gergovie, mais elles sont finalement vaincues après le siège d'Alésia. La date, nous sommes en moins 52, ou en 52 avant Jésus-Christ. Hop, j'ai fait une petite erreur à Alésia, je redis. Nous sommes en moins 52 ou 52 avant Jésus-Christ. Bon, Vercingétorix est fait prisonnier. Il est exécuté. Certains Gaulois sont réduits en esclavage. Les habitants de Cénabum sont massacrés. Et finalement, la Gaule tout entière passe sous domination romaine. Et voilà, vous avez la trace écrite de la conquête de la Gaule par les Romains. Rome a fait des conquêtes extraordinaires et finalement on pourrait se dire que tout ça est formidable et que pour Rome tout va bien. Eh bien en réalité c'est pas tout à fait le cas. Parce que ces conquêtes que Rome va mener vont avoir 2 conséquences. Elles vont tout d'abord avoir une conséquence positive sur les patriciens. Les patriciens vont s'enrichir. Parce que les patriciens vont récupérer les terres conquises, les patriciens vont pouvoir acheter des esclaves, les patriciens vont pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais la deuxième conséquence, qui elle est négative, c'est qu'elle va provoquer, ces conquêtes vont provoquer l'appauvrissement des plébéiens. Les plébéiens, tout d'abord, vont se battre, et souvent, ce sont des soldats les plus bas dans l'échelle. C'est eux qui se font tuer. Quand ces soldats se font tuer, leurs familles ont tout perdu. Accessoirement aussi, ces soldats sont souvent des paysans. Partis faire la guerre, ils n'ont pas cultivé leurs terres, donc ils ont été ruinés. Et puis surtout, les terres conquises, c'est de la concurrence. Parce que par exemple, un Romain qui produit du vin en Italie, avec la conquête de la Gaule, il est en concurrence dorénavant avec le vin gaulois. Et donc les conquêtes de Rome vont provoquer l'enrichissement des uns, les patriciens, l'appauvrissement des autres, les plébéiens. Rapidement, ça provoque des tensions sociales, ça provoque en fait une guerre civile. Ça va provoquer des combats entre les différentes parties de la population. Ces combats vont provoquer une instabilité politique. Les magistrats ont du mal à rester en place et à garantir le calme. Et puis surtout, ça va renforcer la place de l'armée. César va tirer son épingle du jeu parce qu'il est tellement glorieux, il a tiré tellement de triomphe, de prestige de ses victoires, que rapidement César est appelé à la rescousse pour ramener le calme à Rome. Il est nommé dictateur, on lui donne à ce moment-là tous les pouvoirs avec pour mission de ramener la paix. Quand César aura réussi sa mission, il leur rendra les pouvoirs. C'est le contrat qui est passé avec lui. Ça va mal se finir pour notre ami César, et cette histoire nous est racontée par 2 personnages, Plutarque, qui nous avait déjà raconté la vie d'Alexandre le Grand, et Suétone. Ce que nous raconte Plutarque, c'est que César a récupéré énormément de pouvoir. Et très rapidement, la rumeur s'est répandue que César voulait devenir roi. Rappelez-vous ce que les Romains avaient fait des rois 500 ans plus tôt.
Rappelez-vous que Tarquin, le dernier roi, a laissé un très mauvais souvenir. Les Romains se sont émus de cette volonté de César à vouloir devenir roi. Alors on n'est pas sûr qu'il ait voulu devenir roi, mais en tout cas c'est ce que raconte la rumeur. Bon, rapidement, César est convoqué par le Sénat. Le Sénat décide de se débarrasser de César, et donc César est assassiné. L'histoire raconte que César aurait été assassiné par un complot de sénateurs, et parmi ces sénateurs se trouverait Marcus Brutus, qui était son fils adoptif, et César lui aurait dit « toi aussi, mon fils ». César est mort, la guerre civile reprend, et puis cette guerre civile qui reprend va provoquer la disparition de la République romaine. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire, c'est un autre chapitre. On va laisser planer un petit peu de suspense et on va s'arrêter là. César est mort, la République s'apprête à disparaître. C'est la fin de notre chapitre. La suite arrivera bientôt. À bientôt.